Oui, en fait, on a organisé donc avec le collège cette série de, je crois, 9 séminaires, avec l'idée finalement de vous dire où on en est sur principalement sur le climat du futur, hein, sur les problèmes qui nous intéressent vis-à-vis du climat du futur. Bon, on a organisé ça donc avec Didier Auguststein et puis Hervé Letreut, que vous avez déjà entendu. L'idée, c'est bien le climat du futur, mais on a pensé aussi que, en fait, regarder vers le passé pouvait être intéressant. C'est en fait intéressant à double titre, hein. C'est intéressant pour la connaissance du climat du passé, et enfin pour ce qui me concerne, je suis moi-même, disons, impliqué dans ces problèmes en tant que chercheur, disons, ces problèmes de climat du passé. Ce qui m'a toujours intéressé et a guidé vraiment, je dirais, ma carrière scientifique, c'est en fait rechercher dans le climat du passé ce qui est intéressant vis-à-vis du climat du futur, ce qui est pertinent vis-à-vis du climat du futur. Et c'est un peu ça que j'ai essayé de vous dire, hein, donc c'est quand même dans cette ligne. Donc moi-même, je sais pas, donc je suis effectivement à l'Institut Pierre-Simon Laplace, mes deux collègues aussi, Didier, quand je suis chercheur, donc je travaille au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Et mon domaine de recherche, effectivement, c'est pourquoi nous avons eu la médaille d'or avec Claude Lorius il y a 2 ans du CNRS, c'est, je dirais, en gros, nos travaux dans l'étude des glaces polaires, des grands forages de l'Antarctique et du Groenland, dont je vais vous dire quelques mots, hein, mais en fait c'est toute une communauté en France, largement sur Grenoble, Saclay, Orsay, qui travaille sur ces projets. Donc l'histoire du climat, évidemment, ça va être assez court, et j'ai essayé de vous aborder en vous disant quelque chose, situant les échelles de temps, parlant brièvement des types d'archives, hein, en fait, comment nous reconstituons le climat, à partir de quels outils, même quand on a les archives, on a des problèmes avec les datations, les enregistrements. Puis les résultats marquants, eh bien, j'irai sur trois idées forces. En fait, je vais centrer vous le verrez rapidement, je vais centrer cette discussion sur finalement une partie relativement récente du climat qui est celui disons, le dernier million d'années ou un peu moins. C'est la période des grands cycles glaciaires-interglaciaires. Voilà. Et en fait, où le climat est largement gouverné par la position de la Terre sur son orbite, mais aussi probablement par les variations de l'effet de serre, et ce climat témoigne de variations rapides. Ce sont les 3 points qui en fait ont de l'intérêt vis-à-vis du climat du futur que j'évoquerai essentiellement. Donc si je parle des échelles de temps, je pense qu'il faut... la première chose, c'est... Je pense qu'ici, vous êtes intéressé par tout ce qui se passe dans la nature. La première chose, la Terre, c'est 4 milliards 600 millions d'années. Le climat s'est toujours modifié. Quand on vous dit ça, c'est vrai. On comprend pas... Il y a des choses qu'on ne comprend pas au début de l'histoire du climat. Par exemple, en fait, le Soleil était plus faible, moins lumineux. Malgré tout, le climat n'est pas passé dans des périodes, sauf plus tard, en fait 600 millions d'années, dans des périodes où il était complètement couvert de glace, notre planète. On pense que c'est probablement lié à l'effet de serre, hein, au départ. En fait, les chroniques continues du climat, donc le climat, ça a toujours varié, les chroniques continues qu'on ait les plus longues, hein, continues, viennent des sédiments marins. Et donc là, par exemple, je reviendrai sur cette courbe, mais c'est une courbe qui vous dit les variations climatiques, qui permettent d'écrire les variations climatiques sur les 70 derniers millions d'années. Hein. Donc là, on se rapproche dans le temps. Donc, oui, ça, il faut que ça doit marcher, oui. Donc les 70 millions d'années ici, puis en fait, vous avez un refroidissement, en gros, hein. En fait, ça équivaut largement à un refroidissement. Et ici, beaucoup de variabilité. C'est la période dont je vais vous parler essentiellement. C'est la période des derniers cycles glaciaires-interglaciaires. En fait, on rentre dans ce qu'on appelle le quaternaire, le tertiaire. On y rentre vers 60 millions d'années. Et puis, là, on rentre dans le quaternaire il y a 2 millions d'années. Et c'est la période dont, essentiellement, je vais vous parler.
donc en fait, grande période glaciaire interglaciaire, eh bien, comment on peut voir ça? Je pense que la meilleure image, donc on se place ici maintenant, on se rapproche encore dans le temps, on se place il y a 20 000 ans, hein, tout très près de nous finalement à l'échelle des temps géologiques. Et en fait, notre planète était complètement différente de l'actuelle. Hein, ça, c'est la planète actuelle. Et là, disons sur l'Amérique du Nord, sur le Canada, l'Amérique du Nord actuelle, sur la Scandinavie, ça c'est le Groenland, sur une partie de la Sibérie, il y avait une énorme calotte de glace. Cette énorme calotte de glace, pour donner quelques chiffres, c'est 50 millions de kilomètres cubes. Donc actuellement, l'Antarctique, c'est 30 millions de kilomètres cubes. Donc cette calotte de glace était près de 2 fois plus importante que l'Antarctique actuelle. Cette Antarctique, en fait, l'Antarctique s'est créée il y a à peu près 30 millions d'années, elle s'est mise en place. Cette grande calotte du Nord, eh bien, elle a commencé à se former il y a à peu près 2 millions d'années. Et puis, eh bien, elle a disparu et réapparu. Hein. Et donc, en fait, il y a 20 000 ans, il y avait cette énorme calotte de glace. Hein, c'était la période de dernier maximum glaciaire. Une des conséquences, eh bien, de ces 50 millions de kilomètres glace qui sont évidemment pris à l'océan, eh c'est que le niveau de la mer est complètement changé. En fait, le niveau de la mer était à plus de 100 mètres plus bas qu'actuellement. Tout simplement, l'eau vient de l'océan. Donc ça vous donne une image telle qu'on se l'imagine. En fait, on peut délimiter assez bien. Vous voyez que les côtes de France ont un peu changé, simplement à cause des 100 mètres du niveau de la mer. Mais il y avait cette calotte qui arrivait presque au nord de la France. Donc un climat complètement différent du nôtre, au moins dans nos régions. Hein, nous étions très près. Et en fait, tout au cours du dernier million d'années, eh bien, il y a eu une succession de périodes glaciaires, hein, du type de celle-là, et de périodes interglaciaires plus proches de celles que l'on connaît actuellement. En fait, disons, si on remonte depuis 20 000 ans, eh bien, il y a eu 20 000 ans, c'était le dernier maximum glaciaire. Le climat s'est réchauffé de façon assez compliquée, mais on a atteint un climat proche du nôtre il y a à peu près 12 000 ans. C'est ce qu'on appelle l'Holocène. Hein, ça, je parlerai plus de cette période samedi prochain, hein, de la période plus récente. Je vais plutôt retourner loin dans le temps. Si on remonte dans le temps, disons dans l'autre sens, il y a 20 000 ans, eh bien, les périodes glaciaires, froides, ont duré assez longtemps. Hein. Il y a donc la période chaude précédente, qui était d'ailleurs un peu plus chaude que la nôtre, c'était il y a 120 000 ans. La période froide, elle a duré entre, disons, moins 100 000 ans et moins 15 000 ans. Hein, donc les périodes froides, glaciaires sont très longues, les périodes chaudes sont relativement courtes, et ainsi de suite. C'est-à-dire pour remonter à la période glaciaire et pour remonter à la période chaude précédente, plutôt vers 240 000 ans, puis 330 000 ans. Hein, donc des cycles glaciaires interglaciaires marqués par une périodicité de 100 000 ans en particulier, des périodes chaudes et à peu près 80% du temps passé dans des périodes froides ou intermédiaires. Donc maintenant, quelles sont les archives dont on dispose? Ça, c'est une liste d'archives dont on dispose. Ça, c'est plus les archives dont on dispose pour étudier les longues échelles de temps. Et puis, eh bien, l'idée en fait d'une archive est toujours la même. Est toujours la même. En gros, au cours du temps, il y a des sédiments qui se déposent. Et nous, c'est en gros paléoclimatologues, eh bien, plus on creuse, plus on remonte dans le temps. Ça se comprend, par exemple, au fond de l'océan. Eh bien, disons, chaque année, il y a disons, les fossiles qui sont morts. Eh bien, chaque année, eh bien, il y a effectivement des fossiles qui se redéposent, et ainsi de suite. Donc on comprend que chaque couche de sédiments se dépose et ainsi de suite. Il peut y avoir des mélanges, mais les sédiments marins vont donner des séquences assez longues. Et d'ailleurs, celle que je vous ai montrée de 70 millions d'années, c'est une des plus longues parce qu'en fait, le plancher océanique, au bout de 100-200 millions d'années, se reconstitue et on n'en a plus de traces. Les glaces polaires, effectivement, les glaces polaires, les grands forages dont je vous parlerai sont soit de l'Antarctique, où actuellement on remonte on va parler surtout du forage de Vostok qui a couvert 400 000 ans, mais actuellement on a tout juste les résultats d'un autre forage qui couvre 800 000 ans, donc presque le dernier million d'années.
Pour ce qui concerne le nord, cette grande calotte que je vous ai montrée sur l'Amérique du Nord n'est évidemment plus là. Par contre, nous avons toujours le Groenland qui fait aussi 3 km d'épaisseur en son centre et dans lequel on a fait aussi des forages, toute une série enfin 3 grands forages. Il y a évidemment des témoignages géologiques. Si vous allez sous la calotte canadienne, on voit des témoignages géologiques de la présence de cette calotte. Et puis il y a aussi des séries continentales, hein, soit des séries polyniques qu'on va chercher généralement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, parce que alors. Bon, c'est pas bien ça. Si on dit, à voir s'il n'est pas content si on ne les touche pas. Oui, c'est ça. Donc, soit des séries polyniques qu'on va chercher dans des tourbières. En fait, dans les séries polyniques, et finalement, les pollens nous disent sur l'histoire du climat des fossiles différents, des sédiments lacustres, hein, là aussi dans les lacs existants, et puis aussi dans les stalagmites nous donnent des témoignages du climat. Ça, c'est plus sur le continent, hein, toute cette série. Donc, en gros, on a des archives océaniques, glaciaires et continentales. Bon, pour le climat récent, j'en parlerai plus, hein, ce sont les plus, enfin celles-là, à celles-ci s'ajoutent les cernes d'arbres, les coraux, les archives historiques. Maintenant, quel que soit le type d'archive, il y a un rôle clé des isotopes. Alors, il y a aussi un rôle clé de la modélisation, mais ça, je n'en parlerai pas. Finalement, un des outils privilégiés, je ne vous parlerai pas de tous les outils, puisqu'on peut, enfin bon, se dire, c'est un peu une leçon rapide sur les climats du passé. Je vous parlerai de l'outil qui est, bon, moi qui est au centre de ma carrière scientifique aussi, c'est les isotopes, et c'est la raison pour laquelle, en fait, le CEA s'est impliqué dès les années 50. Hein. Donc, en fait, bon, pour vous, l'eau, c'est constitué d'hydrogène et d'oxygène, hein, d'oxygène 16, oxygène principal. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle des isotopes, c'est-à-dire que l'hydrogène, si on ajoute un neutron, bien, on a du deutérium. Hein. Si on a avec du deutérium, c'est de l'eau lourde. Et puis, on a aussi de l'oxygène 18 présent. Hein. Donc, voilà, donc ces 3 molécules. Donc, la molécule principale qui représente pratiquement l'essentiel de l'eau, hein, c'est H2O16. Bon, si on remplace un deutérium, hein, il y a HDO, et puis aussi H2O18. Donc, voilà, hein, il y a ces 3 molécules. Et donc, c'est de l'eau, mais les molécules isotopiques, par exemple, on va s'attacher à H2O18, elles ont des propriétés physiques différentes. Bon, par exemple, elles sont plus lourdes. En fait, elles ont plus de mal à s'évaporer. D'accord? Donc, vous prenez de l'eau. Eh bien, si vous regardez au-dessus de l'océan, le rapport oxygène 18 sur... Enfin, bon, par exemple, dans le cas du rapport d'oxygène 18 sur oxygène 16, eh bien, c'est 2000, hein, il y a à peu près 0,2 pour 1000, eh bien, mais le rapport va être légèrement différent. En fait, la vapeur, il va y avoir en fait 10 pour 1000 de moins. Hein, enfin, le rapport, il va y avoir un peu moins d'oxygène 18 dans la vapeur au-dessus de l'océan que dans l'océan. Simplement parce que les molécules d'oxygène 18 ont un peu plus de mal à s'échapper, à s'évaporer. Hein. Donc, et nous, finalement, toute notre science, une large partie de notre science est liée sur cette propriété des isotopes, qui sont là des isotopes tout à fait naturels. Et en fait, par exemple, bon, moi c'est vrai que je suis allé dans un laboratoire qui a été créé par Étienne Roth au CEA dès les années 50, parce que, bon, en fait, à ce moment-là, donc ces personnes travaillaient sur donc D2O, hein, qui est l'eau lourde. L'idée, c'était de fabriquer de l'eau lourde. Pour fabriquer de l'eau lourde, on part en fait de l'eau normale qu'on enrichit. Hein, l'eau lourde servait de modérateur dans les réacteurs nucléaires. Et en fait, ces personnes dont la mission principale était finalement de suivre la fabrication de l'eau lourde à cette époque, encore après la guerre, eh bien, ont vite compris les applications potentielles de ces isotopes naturels dans disons, dans les sciences naturelles, et qui permettent de décrire disons, de nous apprendre beaucoup sur notre environnement, y compris sur notre environnement passé. Donc ça décrit un peu, c'est un travail de Willy Dansgaard, hein, qui était un des pionniers danois dans notre domaine. Bon, eh bien, vous avez, en fait, on se sert de l'eau océanique comme référence. Hein, le rapport oxygène 18 sur oxygène 16, en gros, c'est 1. Et puis on voit qu'au-dessus, c'est ce que je vous ai dit, c'est légèrement, hein, il y a 1% de moins, en fait, 10 pour 1000, hein, par pour 1000 dans notre jargon, il y a 1% de moins
d'oxygène 18 au-dessus. Et ce qui se passe, si vous enfermez, donc vous allez avoir une première précipitation. Quand ça précipite, c'est l'effet inverse qui se passe. Donc la première précipitation à la teneur de l'océan. Mais si vous enfermez cette masse d'air, eh bien à chaque fois qu'elle perd de la vapeur d'eau sous forme de gouttelettes d'abord, eh bien elle va s'appauvrir, puisque ce qui la quitte, c'est de l'eau riche en isotopes. Et à mesure qu'on s'avance, disons là vers les régions polaires, vers les régions les plus froides, eh bien on va avoir de moins en moins d'isotopes lourds d'oxygène 18 dans la masse d'air, et de moins en moins dans ce qui précipite. Donc on comprend à partir de ce schéma très simple que eh bien, plus il fait froid, en fait, moins il y a de vapeur d'eau qui reste, plus il fait froid, moins il va y avoir d'isotopes lourds dans les précipitations. Et c'est exactement ce qu'on voit, là, ça c'était un travail de Claude Lorius à l'époque, fait en 77. Mais ça c'est ce qu'on voit, on peut le voir, on peut le voir par exemple en Antarctique. En Antarctique, eh bien ça ce sont à peu près, c'est des neiges qui représentent les 10 dernières années, la période actuelle, d'accord ? On va ici, disons, pratiquement de la Terre Adélie au centre de l'Antarctique. Ça, c'était au dôme C, à l'époque, je vous montrerai une carte. Donc, on a des températures moyennes annuelles qui vont de moins 20 à moins 50 degrés. Et on voit cette décroissance des teneurs isotopiques. Plus il fait froid, moins il y a de deutérium, moins il y a d'oxygène 18. Ça, c'est l'échelle de deutérium. Donc, vous voyez. Donc, en fait, bon, derrière tout ça, il y a beaucoup de travail théorique. Mais il vous suffit de comprendre cette courbe, d'avoir à l'idée que plus il fait froid, moins il y a d'isotopes, finalement, pour comprendre comment nous travaillons. C'est vraiment la base de notre science. Avec une conséquence, aussi bien, et c'est ça qui est intéressant, aussi bien dans les calottes polaires, et c'est un outil aussi privilégié pour les paléoclimatologues marins. Là, bon, bien ici, si on reprend un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'état actuel, on a une calotte, on a en fait à peu près 30 millions de kilomètres cubes, ou 33 millions de kilomètres cubes de glace sur le continent. Là, on en a plutôt 80. Ce qu'on a rajouté, c'est de la glace avec un peu moins d'oxygène 18 que l'océan. D'accord ? Donc le résultat net, c'est que quand en période glaciaire, il y a 20 000 ans, eh bien l'océan était un peu plus riche en oxygène 18. Si on a enlevé de l'eau pauvre à l'océan restant est légèrement enrichi. Et ça, c'est une des propriétés. C'est-à-dire l'oxygène 18 de l'océan va nous permettre de remonter finalement au rythme des grandes périodes glaciaires, interglaciaires au niveau de la mer. C'est un peu plus compliqué que ça parce que ça dépend de la température. Si vous voulez, nous, sur les glaces polaires, disons, les glaciologues ont un avantage, c'est qu'on a accès direct à l'eau, comme témoignage. C'est pratiquement impossible sur l'océan. Généralement, ce qu'utilisent les océanographes, ce sont des petits, par exemple, les foraminifères, qui sont des microfossiles, donc de calcaire. Et finalement, la teneur en oxygène 18 du calcaire qui forme les coquilles de foraminifères, eh bien, défend de la teneur isotopique de l'eau de mer, mais aussi de la température. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'est ça l'idée derrière. Donc voilà, et donc pour aller, bon voilà, le type, il y a deux, bon, on peut faire soit des forages profonds, soit des forages relativement moins profonds, qui nous intéressent plus dans des sites à relativement forte accumulation. En France, il y a un bateau qui est celui de Marion Dufresne, qui est géré par l'Institut polaire de Brest et qui permet en fait de faire des carottes de 60 mètres de long et qui est vraiment extrêmement performant dans ce domaine et probablement le plus performant sur la qualité des forages sédimentaires. Et donc on obtient des courbes ici d'oxygène 18. Donc on mesure l'oxygène 18 dans les foraminifères et finalement cette courbe, eh bien, donc là si on a des forages longs, ce sont des forages qui nous permettent donc ce sont vraiment des forages, là, cette fois, donc qui vont dans les sédiments. C'est ce type que la courbe que je vous ai déjà montrée, qui permet de remonter à 60 millions d'années. Sur la période plus courte, eh bien, là aussi, donc cette fois, on a été capable de mesurer l'oxygène 18, ici. En fait, donc l'oxygène 18 est plus riche, en fait, en période glaciaire. Et on voit ici le rythme des glaciations, avec cette périodicité de 100 000 ans, 200 000 ans la période glaciaire précédente, et ainsi de suite. Et là, on remonte jusqu'à 800 000 ans. Donc, en gros, pour faire simple, ici, donc ça donne un peu une idée du niveau de la mer
Donc à moins 100 mètres, c'est niveau minimum. Donc on a vraiment, c'est grâce aux sédiments marins qu'on reconstruit cette séquence des variations du niveau de la mer. Il est intéressant de voir, et ça c'est le premier point, c'est ce qu'on appelle, donc en fait, quels sont les moteurs de ces grands cycles glaciaires interglaciaires? Eh bien, en fait, on peut calculer l'insolation qu'on reçoit, on peut calculer l'insolation qu'on reçoit en chaque point de la planète, en fait, en chaque latitude, ça pour un mois de juin, hein, donc je vous montrerai de quelle façon après. Elle dépend de la position de la place de la Terre, de notre Terre sur la planète. Je vais faire le contraire. Donc en fait, donc voilà, la planète, en fait, notre planète se déplace sur une ellipse dont la forme varie avec le temps. Elle peut être plus ou moins aplatie. Il y a aussi donc, en fait, l'axe d'inclinaison de la Terre sur son orbite varie aussi au cours du temps, et la position au moment où la Terre est la plus proche du Soleil varie aussi au cours du temps. On a en fait ce qu'on appelle l'excentricité, l'obliquité et disons la périhélie, qui donne ce qu'on appelle la précession. Il y a 3 paramètres avec des périodicités de 100 000 ans, de 40 000 ans et de 20 000 ans. Et c'est ce qui nous permet de calculer, par exemple, l'insolation ici, des courbes d'insolation sur, dans ce cas-là, en fait, l'échelle de temps est dans ce sens-là, les variations de l'insolation. Et quand on a ces variations de l'insolation, eh bien, on voit en fait qu'on retrouve, on retrouve les mêmes périodicités dans ces enregistrements. Ça a été fait d'abord sur l'enregistrement marin, ça c'est une des grandes découvertes des années 70. Cette théorie en fait d'une relation entre climat et position de la Terre sur son orbite, grand cycle glaciaire interglaciaire, elle a été élaborée, elle a d'abord été un peu élaborée au 19e siècle, mais en fait disons que le vrai père en est Milutin Milanković, disons entre les deux guerres. C'est un physicien serbe. Son idée, effectivement, par exemple, pour une entrée en glaciation, si on regarde ici, il y a 110 000 ans, eh bien, c'est que si on a des étés très froids, la neige va rester sur, disons, l'Amérique du Nord. Et puis, si la neige reste, eh bien, comme la neige renvoie elle-même beaucoup de rayonnement vers l'extérieur, eh bien, elle va rester toute la saison et l'année suivante, ça va s'accumuler. Donc, par exemple, on lie un début de glaciation à des faibles insolations d'été. Donc ça, c'est un peu la théorie de Milanković. Et en fait, cette théorie de Milanković a été, je dirais, vraiment élaborée entre les deux guerres, mais la démonstration, mais pour démontrer qu'il a fallu avoir ces sédiments marins d'abord qui ont démontré, en fait, si on retrouve les mêmes périodicités de 20-40 000 ans, pas exactement la même forme, dans ces sédiments marins. Ça, c'est vraiment une des grandes découvertes de lien entre insolation, dans la démonstration de du rôle clé de l'insolation sur les grands cycles glaciaires interglaciaires. Et par exemple, je vous montre aussi quelque chose sur Vostok. Donc ça, c'est l'oxygène 18 de l'océan. Mais si on regarde l'oxygène 18 de l'air, et là, il faut aller le chercher dans les calottes polaires, en fait, c'est cette empreinte de l'astronomie, des variations astronomiques est encore beaucoup plus marquée. Vous voyez ces 3 cycles-là, ainsi de suite. Tout simplement parce que l'oxygène 18 de l'air dépend à la fois de l'oxygène 18 de l'océan et puis aussi du rythme des moussons, qui est lui-même très influencé par la précession. Donc disons, on voit bien, il y a vraiment beaucoup d'enregistrements qui témoignent directement du rythme, de l'influence de l'insolation sur les grands cycles glaciaires interglaciaires. Maintenant, les glaces polaires vont nous apprendre quelque chose de complémentaire. Et donc ça, ce sont les grands sites, en fait. Les glaces polaires, dont je vous l'ai dit, ce sont c'est essentiellement l'Antarctique et le Groenland. Pour ce qui concerne l'Antarctique, je vais vous parler du site de Vostok, en particulier, celui de Domsé rapidement, mais surtout celui de Vostok. Et puis des grands sites au centre du Groenland. Donc Vostok, on est à 3600 mètres et 400 000 ans. Et puis ici, des grands sites au centre du Groenland qui ont aussi dépassé les 3 km qu'on a fait au début des années 90. Et puis celui-ci qu'on vient de terminer, en fait. Là, on a de la chance, c'est une année phase, puisque là, on est en train de publier à la fois les résultats actuellement de Northgrip qui fait plus de 3 km, et ici, qui atteint 120 000 ans, et ici du Domsé qui a atteint probablement 800 000 ans.
Donc ce sont des sites, ce sont des régions très très froides, je pense que je vais vous le redire. Donc l'idée d'une calotte polaire, ça c'est pas comme l'océan où bon en gros ça s'amincit pas, mais nous bon même si vous avez une couche de glace par exemple de 20 cm par an où vous êtes au centre d'une calotte, et bien la glace finalement elle flue sur les côtés, elle s'écoule, et ce qui fait que disons il y a un amincissement des couches annuelles qui est important. Donc, par exemple, même si l'accumulation ne change pas au cours du temps, une période de 100 000 ans va représenter une épaisseur beaucoup plus importante au sommet de le premier cycle que le second cycle, ainsi de suite. C'est ce qu'on verra. Donc ici, je vais vous emmener de nouveau à Vostok. En fait, non, là je ne vous emmène pas à Vostok, je vous emmène à Domsé, parce que c'est des images récentes, donc ça vous dit un petit peu le travail qu'on peut faire. Donc il y a du travail sur le terrain, de découpage de glace, de forage. Je pense que c'est intéressant. Voilà une carotte de glace, ça c'est le forage équipe. Voilà le carottier, donc ça c'est un forage européen actuellement, donc qui s'est pratiquement terminé l'an dernier. Enfin, on est encore à 100 mètres du socle rocheux. Donc voilà un carottier qui permet de remonter ces carottes, à peu près 3 mètres de carottes à chaque fois. Ici elle est extraite, et puis ici en fait elles sont stockées sur le terrain. Là-bas il fait moins 50 en moyenne, température moyenne annuelle. Et puis bon ben évidemment on a tout un type d'études qui se fait à partir de ces carottes. Bon je vous parlerai en fait très brièvement que je vais pas vous faire un... Toi, tu reviens, toi. Donc, en fait, je vais vous parler surtout de ce qui nous permet d'accéder à la température. Après ce que je vous avais dit, vous vous souvenez, c'est essentiellement la composition en isotope de cette glace. Parce qu'en fait, quand on est devant cette glace, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il faut trouver tous ces indices climatiques. En fait, il y a toute une série, vous voyez. On peut remonter à la température, on peut même remonter à la température de l'océan. Et puis, il y a surtout les deux choses peut-être les plus visibles et importantes, c'est qu'on peut remonter à la fois à la température et à la composition de l'atmosphère. Chaque archive est complémentaire. En fait, il y a beaucoup d'autres choses, mais je n'énumérerai pas ici. Mais les glaces polaires, leur intérêt par rapport aux sédiments marins, les sédiments marins sont les seuls, par exemple, qui peuvent nous raconter comment l'océan a varié au cours du temps, comment les courants marins ont varié du temps, donc c'est très important, ont varié au cours du temps. Par contre, les seules façons de reconstituer l'atmosphère du passé, eh bien, c'est de s'adresser, de regarder les petites bulles d'air dans les glaces polaires. En fait, ça a été une grande entreprise, Vostok. C'est simplement pour... c'est un programme qui a commencé dans les années 80 et qui vient de se terminer, qui nous a pris à peu près 20 ans. On s'est arrêté au-dessus d'un lac, à 120 mètres au-dessus d'un lac qu'il ne faut pas polluer, et on a atteint 3640 mètres. En fait, ce sont d'abord les soviétiques qui ont commencé tout seuls dans les années 70, et puis on voit bien les difficultés. Donc arriver à 3623 mètres en 98 nous a pris près de 30 ans en fait, parce qu'il y a des problèmes, le carottier se bloque à chaque fois, il y a des déviations. Une fois, là il a fallu recommencer parce que la station a brûlé. Il faut voir que les soviétiques à l'époque ont hiverné, et donc c'est quand même des sites où il y a la température la plus froide jamais enregistrée, près de moins 90 degrés. D'accord. Donc les équipes françaises, grâce à Claude Lorius, se sont jointes à ce projet en 82, puis les Américains en 89, et depuis c'est un projet, disons, entre France, Russie actuellement et États-Unis. Donc voilà un des premiers résultats de Vostok, ça c'était à peu près à la fin des années 90. Bon, ça c'est simplement, c'est simplement la profondeur. On était à 2500 mètres, et ça c'est simplement ce qu'on mesure au laboratoire. Disons, vous avez la teneur en deutérium, qu'on mesure à Saclay, ça donc je m'occupe. Et puis là, on a mis quelques dates, on sait dater, 120 000 ans. Et puis si vous suivez ce que je vous ai raconté, c'est simple. Quand il y a moins de deutérium, il faisait froid ici, période froide, précédente période froide ici, période plus chaude ici. Donc on sait lire directement. Après, donc c'est un peu compliqué, mais disons, on peut passer de ça à une courbe de température. Donc finalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas deutérium en fonction de la profondeur, c'est température en fonction du temps, ou de l'âge. Tout ça, donc c'est intéressant. Mais ce qui a été surtout intéressant, donc, c'est les petites bulles d'air qui sont contenues dans ces carottes de glace et qui ont été extraites. Et là, les pionniers ont été vraiment les équipes grenobloises, Claude Lorius, Robert Delmas, Dominique Reynaud, je dirais Jérôme Chaplaz, Jean-Marc Barnola, qui
disons, c'est quand même une spécialité de Grenoble et aussi de Berne à l'étranger. Mais donc en particulier, ces premières courbes, donc c'est la même période, c'est 2500 ans, enfin à peu près c'est 2500 mètres de glace. Et là, cette découverte qu'on a faite dans les années 80 et qui a vraiment marqué, c'est cette découverte d'une relation entre climat et effet de serre dans le passé. Hein. Donc vous avez déjà entendu parler d'effet de serre. Donc en fait, en période glaciaire, il y avait moins de gaz carbonique, moins de méthane. Hein, le gaz carbonique a augmenté de 30%, de 200 à peu près à 280 avant la période pré-industrielle. Maintenant, on est à 360, on en reparlera. Et le méthane, qui était à peu près autour de 700 parties par milliard cette fois, hein, qui est maintenant à 1800 parties par milliard, qui a plus que doublé, eh bien, il a aussi presque doublé entre une période froide et une période chaude. Hein. Disons qu'il y a ce témoignage d'une interaction complexe, en fait, entre gaz à effet de serre et climat, dans le passé. Nous, ce que nous a, et ce qui est accepté maintenant, ce qui nous a amené à dire qu'effectivement le gaz à effet de serre avait probablement joué un rôle dans le passé, ça c'est bien accepté. Donc on a ajouté, disons, à la théorie astronomique additionnelle. En fait, la théorie astronomique a ses propres difficultés. Il faut en fait des mécanismes d'amplification. Et la présence de celui que je vous ai cité, par exemple, le fait que quand une calotte se construit, il y a plus, ou de la neige s'accumule, il y a plus disons, de renvoi d'énergie vers l'atmosphère est un phénomène d'amplification, mais les gaz à effet de serre sont un des phénomènes d'amplification. Et même si on n'utilise jamais cette courbe pour prédire directement le climat du futur, le point n'est pas là. Elle illustre cette relation étroite entre gaz à effet de serre et climat, comme l'illustre par exemple le fait que le climat sur Vénus soit différent du nôtre, hein, mais elle l'illustre bien. Elle a joué un rôle en fait, en tout cas elle a joué un rôle important sur la prise de conscience au cours des années 80 de disons, de cet rôle important, de cette vraiment du fait que disons, cette Terre variait beaucoup, que l'effet de serre, climat variait, hein, surtout, et de voir après que l'homme a complètement modifié tout ça, la composition de l'atmosphère, on l'a vu, doublé pour le méthane, et quelque chose qui a vraiment marqué, qui a été pour beaucoup dans le lancement des projets dont on vous parlera, comme l'IPCC, ou toutes les recherches Global Change. Donc ça résume un peu, hein. Maintenant on est allé à 4 cycles climatiques, donc cette corrélation entre température et climat se continue, hein, et puis c'est pour montrer aussi qu'on retrouve, ça c'est une courbe que je vous ai déjà montrée, celle-ci aussi, mais on retrouve aussi dans ces variations de périodes froides, chaudes, ces glaciations, mais on le retrouve également par exemple dans les courbes océaniques avec des températures plus ou moins froides. Hein. Donc disons 4 cycles climatiques, ça nous a permis de confirmer tout ça, hein, mais donc quelques mots sur la méthode de datation. Je vous avais promis, je ne vais pas trop détailler parce qu'effectivement, je ne veux pas parler plus d'une heure. Hein. Donc même moins, c'est pas très grave. On parlera des comptages des couches annuelles. Il y a 4 ou 5 grands types de méthodes, hein, pour les méthodes de datation. Des comptages de couches annuelles. Donc ça c'est on va parler, c'est plus intéressant finalement pour le climat récent, j'en dirai peut-être quelques mots. Les méthodes radioactives, hein, donc ça vous êtes probablement tous au courant de l'existence par exemple des datations au carbone 14, des datations uranium-thorium, il y a d'autres couples. Ça s'applique bien à l'océan, donc d'abord ça a aussi ses propres difficultés, il faut calibrer la méthode, et puis aussi, étant donné la période du carbone 14, au-delà de 50 000 ans, on n'a plus de date fiable. Et puis le troisième point, ça ne s'applique pas à tous les matériaux. Par exemple, ça s'applique surtout aux sédiments marins et sur les archives continentales, mais on ne peut absolument pas utiliser les méthodes radioactives pour ce qui concerne les glaces polaires, par exemple. Donc, on peut aussi utiliser des horizons repères. Bon, par exemple, dans les glaces polaires, finalement, les glaces polaires s'enregistrent tout, y compris les volcans. Et je dirais que finalement, au-delà des échelles de temps historiques, ce sont les volcans qui nous aident, ce sont les glaces polaires qui nous aident à faire la chronologie des volcans. Hein, c'est l'inverse. Mais il y a des horizons repères qui sont liés, par exemple, il y a un pic de production de beryllium il y a 40 000 ans qui nous sert. Hein, donc on a finalement, à chaque fois donc à chaque fois qu'on a un horizon repère, ça nous permet d'apporter, disons, des informations de la datation. Par exemple, maintenant, je vous ai montré le rôle clé de l'insolation. Alors là aussi, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a des courbes d'insolation et pour dater finalement, j'ai compris. Ah non,
J'ai compris qu'il fallait... Ouais. Tu viens, toi? Ouais. Donc, excusez-moi. Hein. Donc, pour dater nos courbes, eh bien, on compare à l'insolation. Hein, disons, on admet que donc, ça pose aussi ces problèmes. Bon, ça, c'est pratiquement ce que font surtout les sédiments marins. On peut le faire aussi pour les calottes polaires, mais pour les calottes polaires, on développe aussi beaucoup une approche de modélisation, parce que là, on a l'avantage de pouvoir modéliser l'écoulement des calottes, et puis aussi de pouvoir probablement modéliser les variations d'accumulation, parce que bon, il ne s'agit pas simplement de modéliser l'écoulement des calottes, mais en fait, si on déjà à la surface, par exemple, un endroit où il y avait 20 cm de précipitation, où il y a actuellement 20 cm de précipitation, mais il y en avait 2 fois moins en période glaciaire. Donc il faut tenir compte aussi des variations d'accumulation de la couche annuelle au départ. Donc ça on le fait avec des modèles. Et puis on a aussi des méthodes inverses, c'est-à-dire qu'en fait c'est des méthodes mathématiques qui utilisent tout cet ensemble d'informations pour obtenir, je dirais, la dernière datation possible. Et c'est ce qu'on a fait actuellement, par exemple sur Epica. Ça c'est de la publicité, mais c'est vrai qu'il y a ceux qui sont intéressés. Il y a un numéro de Pour la Science, celui d'ailleurs en fait ce mois-ci, je crois, il doit être dans les kiosques. En fait, nous, on a écrit un article avec, j'ai écrit un article avec Frédéric Parraine, hein, sur lequel je travaille là-dessus, sur ces problèmes de datation sur les glaces, mais c'est tout le numéro de Pour la Science est consacré aux méthodes de datation, donc pour ceux intéressés. Donc tout ça. Voilà. Donc en fait, bon, ben, on a aussi... donc, je serai très bref sur le forage Epica dont je vous ai mentionné. Hein, donc, en fait, on a cette fois 800 000 ans. Hein, donc, bon, on a foré en 2 endroits de l'Antarctique. En fait, ici à Dome Concordia, un autre à Droning-Moundland, de l'autre côté de l'Antarctique. Ici, on a atteint 3200 mètres. Et donc, on a juste les résultats, c'est pas publié, mais on sait maintenant qu'on a 800 000 ans, c'est-à-dire qu'on a doublé la période de Vostok. Et l'autre forage de l'autre côté, donc mes collègues ils sont en train de travailler actuellement. Hein, donc, ils viennent de dépasser 2 km. Et donc tout marche bien. Et là, il y a 10 pays européens d'impliqués. Ouais, excusez-moi, c'est un peu coupé. Donc on a 2 sites. Et là, vraiment, c'est quand même un très très grand succès que ces forages qui sont en cours et qui vont nous permettre de doubler l'échelle de temps et de voir des périodes intéressantes en particulier. Disons, Vostok s'arrêtait à 400 000 ans, que je vous ai montré. Là, on va aller en particulier la période entre 450 000 et 400 000 ans. Son intérêt, c'est que si on regarde les paramètres astronomiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, eh bien, c'est la période pour laquelle ces paramètres sont les plus proches de ceux que l'on connaît actuellement, dans lequel on vit actuellement, et c'est donc de façon naturelle la période la plus proche de l'actuelle. Et effectivement, comme nous le disons d'ailleurs, comme nous le dit la théorie astronomique, ça c'est une question qui nous est souvent posée, sans intervention de l'homme, eh bien, où irait-on vers le climat? Eh bien, nous irions effectivement, et ça, cet interglaciaire qu'on appelle l'interglaciaire stade 11, hein, est effectivement très long, et c'est ce à quoi on doit s'attendre de façon naturelle, en tout cas, dans notre cas présent. Ah, donc ça, c'est extrêmement intéressant comme nouveauté. Il y a des choses intéressantes sur Epica. Maintenant, je vais passer sur un autre forage. Donc je reviens au nord. Ici, en fait, donc ces forages la courbe n'est pas très jolie. Donc du centre du Groenland, qu'on a ça. Moi, j'ai passé beaucoup de temps là-bas, 3 km, un forage américain, un forage européen également, et puis un nouveau forage européen qu'on vient juste de terminer. Là aussi, on est aussi en train dans ce RIB de 3 km. Et cette découverte réellement, cette confirmation dans ce cas-là, cette découverte que, donc là, les 10 000 dernières années sont très stables. À part cet événement, il y a 8200 ans. J'y reviendrai la semaine prochaine, un petit peu. Eh bien, mais là, eh bien, il y a eu ces variations extrêmement rapides pendant la période glaciaire. Hein, par exemple, donc ça, c'est il y a 20 000 ans, ici. Eh bien là, par exemple, il y a 11 500 ans, eh bien, un réchauffement s'est passé en moins de 50 ans à l'échelle d'une vie humaine de plus de 10 degrés au Groenland. Avec par exemple, celui-là, il y a plus de 16 degrés au Groenland, tout ça en quelques décennies. Donc il y a eu des variations extrêmement rapides de climat au cours de la dernière période glaciaire. Là, on ne va pas au-delà de 100 000 ans après. Donc ça vous montre l'intérêt. Donc ça, ce sont donc les variations, c'est la même courbe en échelle de temps, donc qui va jusque vers moins 100 000 ans. Et en fait, ces variations climatiques extrêmement rapides, on les voit également dans les sédiments marins de l'Atlantique Nord, hein, donc à travers différents enregistrements. Et non seulement on les voit dans l'Atlantique Nord, mais
disons que les paléocénographes nous amènent une explication probable de ces variations rapides. En fait, ces lignes vertes là, verticales, eh bien, correspondent à ce qu'on appelle dans notre jargon des événements de Heinrich. Hein, c'est pas très grave, mais en fait, tout d'un coup, vous avez le sédiment. Eh bien, là, il est formé essentiellement de ce petits coquillages. Hein, dans les périodes sédiment normal, c'est des petits coquillages, de la boue. Hein, et puis on voit des restes de coquillages. Et tout d'un coup, là, on voit pratiquement des graviers. Hein, donc, du gravier qui arrive, hein, des petits cailloux. Et ces petits cailloux, eh bien, ils ont été amenés au milieu de l'Atlantique. Hein, ça peut être dans ce site, vous voyez, de l'Atlantique Nord. Eh bien, en fait, c'est des énormes décharges d'iceberg. Il faut imaginer là, vous avez une calotte qui fait, je redis, 50 millions de kilomètres cubes, ou un peu moins pour celle-là, mais enfin, donc qui est énorme, 3 km d'épaisseur. Et puis, elle, quand elle grossit, elle arrive au bord de l'océan, et cette partie devient instable. Et eh bien, à certains moments, il y a jusqu'à des quantités énormes, probablement jusqu'à 1 million de kilomètres cubes de glace, qui se détachent, une instabilité. On met de l'eau douce dans l'océan, qui va complètement changer les conditions de circulation océanique. Et donc, ces variations rapides, finalement, ont leur source dans l'instabilité, probablement, dans l'instabilité des calottes polaires, dont témoigne l'océan. Bon, bah, ça, c'est quelque chose de classique, c'est-à-dire que si on regarde l'océan actuellement, il y a une circulation, par exemple, le Gulf Stream ici, qui nous amène des eaux chaudes. Et je pense que c'est plus parlant pour ce qui nous concerne. L'idée qu'on se fait, ça c'est un schéma d'un livre de Jean-Claude Duplessis que je vous recommande, et de Pierre Morel. Eh bien, on se fait l'idée actuellement, voilà, en gros actuellement on a le Gulf Stream qui nous ramène disons, des calories, hein, de la chaleur, hein, qui fait qu'on a un climat relativement agréable, en tout cas plus agréable que la côte ouest des États-Unis à la même latitude, quoique il n'y a pas que le Gulf Stream ou la présence du Gulf Stream qui nous rend ce caractère agréable, mais il y a aussi, par exemple, le caractère est différent sur l'Europe de l'Ouest aussi, parce qu'il y a enfin, si vous allez sur l'Amérique du Nord, eh bien, il y a cette barre des Rocheuses qui change complètement, qui force finalement la circulation atmosphérique. Je veux dire, il y a cette barre des Rocheuses qui est pratiquement nord-sud, et tandis que chez nous, disons que les Alpes sont pratiquement ouest-est. Hein. Vous savez pas, vous savez, est-ouest et les vents. Donc je veux dire que là aussi ça joue un rôle. Il n'y a pas que le Gulf Stream, mais le Gulf Stream y joue pour un rôle. Et l'image qu'on se fait dans le passé, eh bien, c'est que le Gulf Stream, au moment où ces grandes débâcles de période glaciaire, a complètement changé son niveau. Il va beaucoup plus au sud. Pratiquement, il est supprimé dans toute cette région-là. Il est moins actif, moins profond, et il va beaucoup moins au nord. Et donc, en fait, dans ces cas-là, s'il y a une variation rapide d'un océan de ce type-là à ce type-là, eh bien, ça explique qu'on voit la variation rapide de climat sur toute cette région, parce qu'effectivement, on la voit aussi dans nos régions. Donc, on a là, ça c'est simplement pour vous montrer le forage récent de Northgrip, hein, qui vient d'être terminé. Eh bien, on confirme tous ces événements, hein, un par un. Et si on voit ici la dernière période interglaciaire, c'est la première fois qu'on le voit en Antarctique, au Groenland, hein, parce que là, il y avait des mélanges de couches de glace sur le site de Northgrip. Eh bien, on voit en fait qu'il était probablement plus chaud que la période actuelle. Enfin, ça confirme parce qu'on a d'autres indicateurs. Donc, c'est un des points. Et il est important, j'irai assez vite hein, pour ne pas terminer, il est important de voir, parce que bon, bien sûr, l'idée c'est qu'il y a eu des variations rapides de climat, mais bon, si c'était au Groenland ou l'Atlantique Nord, ça ne nous touche pas beaucoup. Bien si, ça a touché nos ancêtres. Donc ça, par exemple, c'est une grotte, c'est un collègue du LSCE, Dominique Gentil, ça c'est paru il y a environ, début de l'année dernière. Eh bien, disons que je ne vais pas tout commenter, mais l'idée, c'est que aussi à partir d'analyses isotopiques, en fait, donc là c'est du carbonate, hein, c'est des stalagmites, eh bien, on voit aussi ce rythme des variations rapides dans nos régions. Hein, disons que ça a affecté nos régions, on le voit, on a beaucoup d'indicateurs, on peut le voir aussi, par exemple, donc on a des indicateurs, c'est-à-dire que ces grands changements climatiques rapides, eh bien, se sont traduits par des changements de végétation extrêmement rapides. Par exemple, là, on est en Dordogne, hein, dans la grotte de Villars, donc c'est vraiment là où vivaient nos ancêtres. Hein. Donc ils ont vraiment eu affaire à des variations climatiques extrêmement rapides qui n'ont certainement pas aidé à la développement des civilisations. Hein. Je ne parlerai pas du climat
la relation climat-développement de civilisation, mais elle est évidente, et ça aidait certainement pas. Donc ça, c'est donc on en a le témoignage sur le continent, on a le témoignage ici, je peux vous montrer, donc ça c'est aussi un collègue de l'essai, Uli von Grafenstein. Là, c'est des sédiments lacustres, en fait, c'est un sédiment, ça sont des sédiments sur un lac en Bavière, en fait, et on voit ces variations extrêmement rapides de climat ici, tout aussi rapides que dans les enregistrements du Groenland qui sont au-dessous. Donc on voit bien, et aussi peut-être encore une variation rapide au milieu. Je veux dire par là que ces variations climatiques extrêmement rapides, on les a ressenties sur le continent, et elles jouent un rôle important, parce qu'on en reparlera peut-être enfin je pense après, donc c'est vraiment disons, ce témoignage du passé, de variations climatiques rapides dans le passé, qui finalement a donné naissance à cette notion de surprise climatique qui est réellement rentrée dans notre vocabulaire actuellement. Donc en gros, je crois que ça sera ma conclusion. Donc si on regarde, donc j'ai centré mon exposé sur le passé récent au sens géologique, hein, pas sur le passé récent au sens humain, mais au sens géologique, c'est plus des dernières centaines, disons, du dernier million d'années, disons, dont je vous ai parlé. Bon, c'est intéressant pour nous parce que, pour deux raisons, en fait. D'abord, c'est une période relativement courte sur le plan d'histoire de la planète, hein, 1 million par rapport à 4 milliards et demi. Mais c'est une période où la variabilité climatique a été extrêmement riche. Hein. Donc, en fait, ces grandes périodes glaciaires interglaciaires, cette succession, c'est quelque chose de spécifique. Hein. Je pu remonter dans le climat plus ancien. À un moment, il y a eu la Terre complètement couverte de glace. Hein. Donc, mais c'est une période extrêmement intéressante parce qu'elle est extrêmement variable. Donc, il y a de l'information très riche. Donc, je dirais que les trois grands résultats et aussi qui ont marqué en fait un peu le rythme disons, des 3 dernières décennies. Donc, la décennie 70 a été celle, je dirais, non pas de la mise sur pied de la théorie astronomique, je le redis, mais de la démonstration de sa validité. C'était bien de dire, c'est la position de la Terre sur son orbite qui, finalement, est le métronome des grands cycles glaciaires interglaciaires. C'est vraiment ces changements d'insolation, même s'ils ne sont pas très importants en moyenne, ils sont importants de façon saisonnière, qui créent ces rythmes climatiques au cours des centaines de derniers milliers d'années. Mais pour le démontrer, il a fallu avoir des sédiments qui couvrent ces périodes, des méthodes, hein, les méthodes isotopiques en particulier, qui par exemple ont montré que le niveau de la mer, eh bien, si on regarde le niveau de la mer, eh bien, il est clairement, disons, il y a clairement l'empreinte de ce forçage astronomique des variations d'insolation. Donc je dirais, c'est un papier, en fait, le papier le plus, disons, fondateur, c'est de Hayes, Imbrie et Shackleton, à cette époque-là, donc en 1976. Je crois dans nos domaines, les années 80 ont été donc marqués par cette relation climat-effet de serre dans le passé. Elle est importante parce que ça ajoute à notre compréhension des climats du passé. Elle est importante aussi pour la prise de conscience du rôle de l'effet de serre dans le climat. Donc ça, c'est effectivement, les équipes françaises ont ici joué un rôle très important. Bon, là aussi, d'ailleurs, nous étions bien présents. Moi, j'ai copié toute la glace du Groenland. J'ai passé tous les étés, enfin 2 ou 3 étés là-bas. Donc, et je crois que l'année 90, c'est quand même la découverte des variations climatiques rapides qui est le point marquant. Donc, tout ça pour dire que c'est vrai, et enfin, moi, je redis que c'est ce qui a ponctué ces recherches, en particulier moi sur les glaces polaires. Eh bien, il y a une pertinence vis-à-vis du climat du futur. Aussi bien cette notion de surprise climatique vient d'ici, ça a enrichi notre connaissance des relations climat-effet de serre, et même la théorie astronomique. Si on veut répondre à la question de où on va dans le long terme, à l'échelle du 10 derniers milliers d'années, on a besoin de la comprendre pour vous répondre que finalement, de façon naturelle, nous serions dans une période interglaciaire relativement longue. Et puis, ce dont je n'ai pas parlé, mais bon, j'aurais pu vous parler, mais je n'ai pas beaucoup parlé de modélisation. Elle est aussi très, très prégnante, très présente dans tous ces problèmes de climat du passé. Bien sûr, il nous faut comprendre, ce sont les mêmes modèles qui nous servent, et c'est ça leur intérêt, parce qu'un des intérêts des climats du passé, en fait, pour ces modèles climatiques, il nous faut effectivement être capable de tester
les modèles qu'on va utiliser pour le climat du futur, qu'on ne connaît pas, pour des climats différents. Et une des façons de le faire, c'est de regarder quelles sont leurs performances, par exemple, au dernier maximum glaciaire. Et c'est toute une science, toute une partie de notre science qui est importante aussi, ces aspects modélisation. Hein, tout ça, c'est pour vous montrer finalement que l'importance, c'est ce que j'ai essayé de faire là, que de regarder ce qu'on peut appeler le lointain passé, est effectivement utile quand on souhaite bien appréhender le climat du futur. Je crois que c'est le dernier. Ouais. Voilà, merci beaucoup.